L'AES, l'Alliance des États du Sahel, lance son passeport. C'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour en parler, nos invités, Dr Amadou Touré, il est chercheur en sciences politiques. Docteur Touré, merci de regagner votre fauteuil. Merci bien, merci. Merci beaucoup. Deuxième invité, Monsieur Alioune Gueye, il est membre du CNT et président du RENAGEM, n'est-ce pas Gueye? Oui. Ok, merci d'être là. Merci, c'est moi qui vous remercie. Troisième invité, M. Mahaman Mariko, président du CRAJ Faso Nieta, parti CRAJ Faso Nieta. Monsieur le Président, merci d'être là. Merci pour m'avoir donné cette opportunité. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie l'ensemble de nos téléspectateurs et l'ensemble des invités. Quatrième invité, le président de l'organisation des chaînes patron du Mali, Soumano Chekmar, merci d'être là. Merci Barou, bonsoir à tous, bonsoir à nos téléspectateurs du Mali et de la diaspora. Je salue aussi mes co-débatteurs. Je l'annonçais tantôt, la semaine a été marquée par cette nouvelle, l'annonce du passeport de l'Alliance des États du Sahel qui vient donc remplacer le passeport CEDEAO, en tout cas dans l'espace AIS. Docteur Touré, une nouvelle avant déjà le 29, c'est la date butoir, le 29 janvier. Les habitants, les citoyens de l'AIS auront leur passeport propre. Oui, sur le passeport biométrique de l'AIS, encore comme on l'a toujours dit, c'est un moyen pour les autorités des pays de l'AIS pour notifier et signifier leur départ irréversible, notamment de la CEDEAO. Un document qui pourrait aussi rassurer les habitants ou les membres, c'est-à-dire les pays membres de l'AES, qu'en dehors du passeport CEDEAO qui sera généralement acté, aura une fin bien sûr le 29, il y aura un document de voyage entre les pays au sein de l'AES et vice-versa. Maintenant, le document va avoir une portée aussi souverainiste. On va évoquer les portées justement avec M. Guy sur cette annonce de la naissance du passeport AIS finalement. Non, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faut saluer cette annonce. Il faut se réjouir que l'un des pans qui concerne la libre circulation des personnes et de leurs biens ait été pris en compte par les autorités de l'AIS. Vous savez que l'AIS a été créé il y a plus d'une année. Le Mali a annoncé son départ aussi il y a plus d'une année, et le fait que cela a été fait, il y a eu un travail quand même qui s'est rapidement mis en route par les autorités des trois pays pour éventuellement anticiper les impacts, parce qu'il ne faut pas qu'on se le mente, il va avoir des impacts, il va avoir des conséquences. Mais le plus important, des deux côtés, mais le plus important, c'est vraiment d'anticiper sur tout ça. Et je pense qu'on est heureux de savoir que les autorités des trois pays ont pu donner ces signaux forts qui rassurent les populations de l'AES. Ok, une décision qui rassure finalement M. Mariko? Ben, je dis c'est un peu malheureux quand même qu'on soit arrivé là. Mais comme l'a dit le professeur Touré, c'est un acte qui acte, ou disons c'est un acte qui met en avant le divorce consommé, qui confirme le divorce entre l'AES sur le plan en fait politique, entre l'AES et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que le temps certainement aiderait les uns et les autres à comprendre que l'Afrique est face au défi de se mettre ensemble. Les petites entités, les petits regroupements ne nous feront pas avancer. Aujourd'hui, quand vous prenez les grandes puissances du monde, ce sont les grandes, comment on appelle, les grands regroupements d'États.
que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine. Aujourd'hui, c'est ce défi-là qui est face à nous. Mais je crois qu'avec le temps, les uns et les autres comprendront que nous avons tout à gagner en étant ensemble. Sinon, aujourd'hui, nous allons nous retrouver à la case départ 1975 avec voilà aussi les pères fondateurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Soumano, l'AIS a son passeport, hein, et la nouvelle a été en tout cas donnée par le président en exercice de l'AIS, en l'occurrence le général d'armée Assimi Goïta. Oui, merci bien. C'est aussi une réponse par rapport à ceux qui ont demandé que dès que le Mali, le Burkina et le Niger se retiraient de la CEDEAO, de pouvoir abandonner les sites d'appartenance. Je pense que ça, c'est une réponse à ceux qui ont fait cette remarque-là. C'est déjà bien, ça vient encore nommé. Et le passeport en question, il est mis en circulation à partir du 29 janvier. Donc, le timing est vraiment bien réfléchi et salutaire. Maintenant, ce que je voudrais dire aux uns et aux autres, aujourd'hui, l'AES, ce n'est pas une organisation internationale, c'est une forme d'État, c'est un État confédéral. Donc, il ne faut pas qu'on confonde une confédération avec une organisation internationale. Dans une confédération, on peut après, si en tout cas les objectifs sont bien respectés, on peut arriver à une fédération. Et même à une fédération, quelqu'un a parlé du cas des États-Unis, je voudrais aussi lui rappeler que les États-Unis ont commencé avec d'abord 11 colonies, c'était pas 50 États. C'est-à-dire qu'on a commencé par un petit groupuscule et ensuite on est allé. Donc ça veut dire aujourd'hui, si vous regardez même au niveau de la zone ouest africaine, vous allez voir qu'il y a des pays déjà qui ont commencé à saluer l'esprit de cette confédération d'États. Et donc c'est important, il faut encore mettre l'accent sur la forme. C'est-à-dire que ce n'est pas une organisation internationale, c'est une confédération d'États, c'est une forme d'État. Et qu'il y a l'État unitaire, nous avons l'État fédéral et nous avons l'État confédéral. Donc les autorités de l'AES ont décidé d'aller vers un État confédéral. Donc c'est différent d'une organisation internationale. Tout rien dans la pratique, comment ces passeports peut-être vont cohabiter avec les passeports CEDEAO qui sont détenus par en tout cas ces populations de l'AES. Bon, sur la cohabitation, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Des enjeux politiques. La réciprocité. La réciprocité, parce que pour dire cela, parce que dans le communiqué du gouvernement des autorités de l'AES, il a été notifié que les détenteurs des passeports CEDEAO continuent jusqu'à leur validité. Ceux qui ont les passeports CEDEAO peuvent prendre les passeports AES. Donc cela veut dire quoi? L'AES donne le temps de voir... Mais il faudrait que cette décision ait l'onction aussi de la CEDEAO. Oui, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Cela veut dire quoi? Techniquement et tacitement, l'AES ne va pas, si je comprends bien, l'AES ne va pas renoncer à ce que les pays membres de la CEDEAO fréquentent leur territoire. Donc maintenant, cas par cas, il y aura la réciprocité. D'où il y a ce qu'on appelle la mention où il faut sauvegarder les passeports CEDEAO pour que ceux qui ont leur visa, comme notre ami Soumano, puissent bénéficier des visas. Donc, mais la réciprocité va jouer. Mais au-delà de cette réciprocité, moi je prends toujours avant la date du 29 qu'on aille vraiment vers du concret, vers des accords bilatéraux pour sauvegarder la libre circulation des personnes et des biens. Et nous avons l'exemple du Ghana qui stipule que chez eux, il y aura la libre circulation, quel que soit le passeport africain, celui il n'y a pas. Donc maintenant, nous avons espéré que le gouvernement membre de l'AES et la CEDEAO, surtout les pays frontaliers, rentrent dans des négociations pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens avant la date butoir du 29. Maintenant, les défis existent. Oui. Les défis existent. Cela veut dire que certains se posent la question, quelle est la portée de notre passeport, de notre passeport AES, parce que, comme je l'ai dit, qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous membres de l'AES parce que c'est notre document de voyage. Donc, ça va quelle portée et quelle vis-à-vis de la CEDEAO. Bon, moi, je pense que c'est des débats qui nécessitent beaucoup de réflexion. Mais à ce jour, nous conseillons toujours à ce que nous agissions plus par raison que par la passion. Parce que rien ne sert qu'on tire les tensions vis-à-vis de la libre circulation des personnes et des biens. Ils sont là, nous sommes là-bas, donc on est obligé de collaborer. D'accord. Monsieur Gueye, on parle de l'usage. Comment va se passer cette cohabitation entre passeport CEDEAO et passeport AES déjà finalement? Ok. Permettez-moi d'abord de préciser que le fait que
ces trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, aient décidé d'aller en Confédération des États du Sahel, ne veut pas dire qu'ils s'éloignent des idéaux des pères fondateurs, notamment le panafricanisme. C'est-à-dire les peuples de l'Afrique de l'Ouest ne se séparent pas. Ces trois pays se retirent d'une organisation dans laquelle ils ne se sentaient pas à l'aise. Et ils ont exprimé des inquiétudes, des insuffisances jusqu'au jour d'aujourd'hui, où il n'y a aucune réponse concrète et des insuffisances réelles constatées par tout le monde par rapport à l'acte additionnel, par rapport à la question des coups d'État constitutionnels, par rapport à la libre circulation des personnes et des biens, et même par rapport à des enjeux économiques. Il n'y a pas eu de réponse. Donc, il faut seulement comprendre que les peuples de l'Afrique de l'Ouest sont ensemble. Ces trois États se retirent d'une organisation comme toute autre organisation. Mais l'esprit du panafricanisme demeurera en ces trois États. Les relations, les bonnes relations de voisinage, d'amitié resteront entre l'AES et les autres pays. Donc à ce moment, il n'y a aucun problème. Maintenant, par rapport à la mise en œuvre du passeport, je pense que la lettre du président en exercice de la Confédération des États du Sahel est explicite en la matière. Et le passeport, ceux qui ont le passeport CEDEAO continueront jusqu'à leur expiration. Le passeport AES sera mis en œuvre à partir de la date indiquée. Ceux qui souhaitent aussi changer, oui, avoir le passeport AES, ça veut dire que dès que c'est mis en œuvre, c'est opérationnel. Donc, mais tout le reste de tout ce processus-là va dépendre des négociations qui vont être sûrement engagées entre le Mali notamment et la CEDEAO. Vous vous souvenez que la CEDEAO a envoyé une lettre au Mali pour demander le démarrage des négociations. Cela fait suite à la lettre officielle de retrait du Mali de la CEDEAO. Donc, je pense que l'essentiel va se jouer pendant les négociations. Mais je sais aussi que, vous savez, toute séparation est douloureuse. Ça a des conséquences pour chaque partie. Et je pense qu'en toute intelligence, les partis vont se comprendre au mieux des intérêts des populations. C'est ça qui est vraiment très très important à retenir. Maman, dans la pratique, comment les choses vont se passer? Oui, mais avant cela, il faut peut-être que je dise à Soumano qu'il faut qu'on évite les jeux de mots. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est une confédération. Dire aujourd'hui il y a un État unitaire, en fait, citer les modèles d'État, l'objectif final, c'était que ces États-là se retrouvent en une seule entité unitaire. Ça, c'était en fait dès le départ. Et vous verrez que avec la marche, on ne la CEDEAO, oui, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Oui. Et il y a aussi, comme on appelle des organes, des institutions mises en place qui permettaient, ou disons qui permettent aux chefs d'État, aux chefs d'État-major, aux ministres des Affaires étrangères, d'avoir, comme on appelle, un point de vue commun dans la bonne marche des affaires en fait intérieures de ces pays-là. Et même sur des questions politiques, sur des questions sécuritaires. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est acté par les trois États à sortir, mais la finalité, ce serait de faire comme la CEDEAO, peut-être en améliorant ce que la CEDEAO n'a pas pu améliorer. Et je voudrais également par là dire que si nous devons nous en tenir, comme on appelle, aux faits, il y a eu certainement des choses qui n'ont pas marché, sinon certains ne se seraient pas retrouvés frondeurs, comme on appelle, face à ce qui se passe. Mais ce qui est évident, il y a eu quand même des acquis économiques par rapport, comme on appelle, à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Se retirer de ça, ça veut dire que les uns et les autres vont encore se retrouver, comme je l'ai dit, à une case départ pour mettre en place ce qui a été fait par, comme on appelle, les pères fondateurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut cracher sur, en fait, lui et moi? Je pense que la difficulté, certainement, c'est d'avoir toujours une monnaie arrimée, comme on appelle, à l'euro. Et je pense que les grands débats étaient en cours, ou sont toujours en cours, avec, comme on appelle, des pays francophones, comme le Nigeria, pour qu'on ait une monnaie commune
entre les membres, comme on appelle, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que les grands débats ont été menés pour que ça puisse même être appelé ECO. Jusque-là, le projet n'est pas abandonné. Moi, je pense à ce jour-là, nous devons faire en sorte que toutes nos actions puissent nous ramener ensemble. C'est vrai, on va citer les exemples les plus difficiles. Les États-Unis, ils ont fait la guerre pour se mettre ensemble. Et nous, on n'a pas eu, comme on appelle, l'occasion à faire cette guerre. On n'en a même pas besoin. Mais les obstacles, les difficultés de la vie ont fait qu'à l'époque, les pays qui étaient même les plus pauvres ont demandé aux uns et aux autres à accepter que nous soyons ensemble pour en fait cheminer. Je crois qu'aujourd'hui, donnons la chance encore au temps et je pense que les uns et les autres arriveront à la raison pour comprendre que les petites entités, les émiettements, comme on appelle ça, la désintégration, comme on appelle, des structures déjà existantes, est une faiblesse ou disons, met en fait l'Afrique en retard. On a tout à gagner en se mettant ensemble, surtout dans des entités viables. La CEDEAO, c'est plus de 400 millions, comme on appelle, d'habitants. La CEDEAO, c'est plus de 5 millions d'habitants. Je ne mets pas en doute, comme on appelle ça, les possibilités ou disons les engagements au niveau de l'AES, mais c'est comme si on se retirait pour aller prendre un nouveau départ alors qu'on avait déjà fait du chemin. Soumano, nous sommes en train de discuter des modalités pratiques de la mise en route de ce passeport AES. Oui, merci bien. Déjà avant d'opiner sur ça, je voudrais rectifier quelque chose. Je disais tout à l'heure dans mon propos initial que c'était 11 colonies qui avaient constitué les États-Unis. Au départ, c'est 13 au lieu de 11. Donc, je rectifie ça. Et je voudrais aussi dire que tout le temps, pour rester avec l'exemple des États-Unis, Trump est arrivé, il s'est retiré de l'OMS. Donc, ça, c'est pour dire que le retrait d'une organisation, ce n'est pas seulement le propre des pays africains, c'est aussi les pays de puissance. Et ça dépend encore une fois de la vision des gouvernants. Si les gouvernants pensent que, en tout cas, les objectifs poursuivis par l'organisation en question ne répondraient pas à leur aspiration, c'est de bien droit de se retirer. Le Maroc s'était retiré de l'Union africaine, la Mauritanie s'est retirée de la CEDEAO. Mais moi, je voudrais aussi rappeler que je faisais partie de ceux qui ont toujours plaidé pour qu'on reste dans la CEDEAO. Mais dès qu'on est sorti, il faut travailler à ce que l'AES soit une concrétisation. On ne doit pas constituer un obstacle pour ce faire. Maintenant, par rapport à la cohabitation entre les deux passeports, moi, en fait, c'est un principe basique de droit. Et comme l'a dit l'honorable Gueye, c'est clair. Le communiqué du président général Assimi est très clair. On parle du principe que la loi ne dispose que pour l'avenir. Donc, à partir du 29, cet effet qui va produire, le retrait qui va produire un effet, va s'appliquer à partir du 29. Donc, cette situation ne doit pas rétroagir pour connaître les situations passées. Et par conséquent, je comprends pourquoi il est demandé aux uns et aux autres détenteurs. Moi-même, je suis détenteur d'un ancien passeport CEDEAO que ça ne vaut pas 3 ans. Donc, ça me réconforte dans ma position, donc je peux l'utiliser. Et comme il a dit, si j'ai des visas dedans, ça m'éviterait d'aller refaire le passeport, d'aller encore le demander à ce qu'on me fasse et renouveler le visa. Donc ça, c'est l'avantage. Je pense que de ce point de vue-là, nos autorités ont bien pensé. Et ça, je pense que c'est la solution, la technique la plus simple. Maintenant, ça n'empêche. Ceux qui veulent aussi... Mais est-ce que le HIC n'est pas aussi, si la CEDEAO ne donnait pas son accord par rapport à l'utilisation de son passeport par les citoyens AES, par exemple? Mais Barou, c'est pour ça que j'ai dit, la réponse a été très technique et bien passée. Pourquoi? C'est un principe. C'est une annonce quand même. Oui, mais la CEDEAO, je ne vois pas la raison, en tout cas moi, de mon point de vue, je ne vois pas de blocage à ce niveau-là. Et ce n'est pas comme on est des ennemis, hein. Il y a eu un moment donné, les deux parties ne se sont pas entendues, mais la coopération va exister. D'ailleurs, l'AES a lancé la main tendue. Encore une fois, les pays de l'AES restent dans l'UEMOA et qui sont une entité de l'AES, comment on appelle, de la CEDEAO. Donc ça veut dire quoi? Il est clair que, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis presque sûr que l'invitation au fait qu'on a adressé aux différents pays pour parler des modalités de rupture, je suis presque sûr que ces questions vont être posées et je ne vois pas, de mon point de vue, de difficulté que cela ne puisse aboutir. Pour moi, la solution proposée par les autorités, qui sera celle aussi proposée dans d'autres pays, notamment au Niger, au Burkina, pour ceux qui ont des passeports de leur pays, mais avec les signes de la CEDEAO,
il faut dire que ces passeports ne sont pas des faux passeports. C'est les passeports qui ont été délivrés par des autorités compétentes. Et à l'époque, on était encore dans la CEDEAO. Donc, je ne vois pas pourquoi la CEDEAO interdirait. Par exemple, au Sénégal, le passeport, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Au Mali, nous, on a pris 5 ans. Mais avant 5 ans, c'était 3 ans. Donc, si on dit que ceux qui ont ce passeport-là jusqu'à un délai de validité, ça peut encore produire des effets. Pour moi, c'est une solution technique et beaucoup plus simple à gérer. La semaine a aussi été marquée par l'annonce de la constitution imminente d'une force conjointe AIS qui va certainement s'occuper de la lutte contre le terrorisme et le banditisme au Sahel. Déjà, Dr Touré, réaction à cette annonce faite déjà par le ministre nigérien de la Défense. C'est une annonce salutaire parce que cette force va venir certainement en appui à la force conjointe qui a déjà montré le... Elle n'est pas encore constituée. Oui, c'est une annonce pour une force unifiée de 5000 hommes, c'est une annonce forte. Maintenant, sa constitution pourra certainement impacter la lutte contre le terrorisme et aussi ça peut être aussi une force en lien à remplacement de la Defense Force G5 Sahel. Et aussi, c'est une force qui pourrait aussi être une force de dissuasif parce que compte tenu des annonces faites par l'AS, des tentatives d'ingérence ou d'attaque ou de velléité, cette force pourrait aussi être active dans ce sens. Mais la force, en tant que telle, c'est une bonne annonce en soi. Les conditions qui ont certainement poussé les autorités à faire de telles annonces aussi, certainement va les pousser à voir les contours, notamment le défi du financement et l'opérationnalité. Donc l'opérationnalité veut dire qu'il ne faut pas que la lourdeur administrative en cas de réaction pose problème. Et le financement. Sur le financement, moi j'ose croire aussi que le financement est déjà acquis parce que c'est une force 100% africaine. AIS, et c'est une initiative sanitaire qui est attendue dans les jours à venir. Et aussi les défis peuvent être aussi en termes de renseignement, parce qu'il faudrait en plus de cette force AS, même s'il n'y a pas de partenaire dans l'architecture, les partenaires auront aussi un rôle à jouer en termes de renseignement, parce qu'il faut le reconnaître, malgré qu'on a les moyens, nous avons des moyens limités en termes de renseignement technologique. Donc les partenaires aussi peuvent aussi intervenir au cours de l'élaboration de cette force unifiée. Ok. Et M. Gueye, bientôt une force conjointe constituée de 5000 hommes va être opérationnelle dans les prochains mois déjà. Oui, cela voudrait dire que les choses avancent très bien du côté de l'AIS. Parce que rappelez-vous, l'objectif principal de la mise en place de l'AIS était de mutualiser les efforts pour avoir une architecture commune de défense. Donc ce pan-là, mis en œuvre sur la base sûrement... L'ADN même de l'AIS. Oui, l'ADN de l'AIS sur la base des résultats engagés par les 3 pays, notamment par le Mali depuis le départ des forces internationales, témoigne quand même qu'il y a une stratégie bien pensée, bien mûrie que les pays de l'AIS ont mise en œuvre. Je rappelle que la Confédération, que ce soit l'AIS ou la Confédération, il y a quand même 3 pans importants: la défense, la diplomatie et la sécurité. Et sur le plan aujourd'hui de la défense, le fait de mettre cette force-là, je pense que c'est une bonne chose parce qu'elle pourra se nourrir des insuffisances du G5 Sahel, rappelez-vous. Et aujourd'hui, l'originalité aussi de cette force-là, c'est que le financement sera en tout cas totalement interne, ce qui permet de garantir la souveraineté des actions de ces forces-là et aussi leur efficacité. En cela, vraiment, il y a lieu de saluer les efforts des forces armées et de sécurité du Mali, parce que vous savez que le Mali joue un rôle moteur dans l'AIS et puis sur tous les plans, étant donné que notre président est le président de la Confédération. Donc il y a eu un travail quand même très important au niveau du Mali sur le plan de la défense et de la sécurité, sous le leadership du ministre de la Défense, suivant les orientations éclairées du président de la transition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir confiance que la lutte contre le terrorisme au niveau du Sahel
sera menée sans hésitation et avec beaucoup plus d'efficacité qu'avant. Ok. Maman, sur la constitution de cette force? Oui, vous savez, dès le départ, il avait été clairement convenu et accepté qu'aucun pays seul ne peut faire face au terrorisme. Et la grande difficulté de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, c'est que les uns et les autres n'ont pas compris qu'il faut compter d'abord sur soi. Et je pense que c'est quand même un élément important à cet effet-là. Mais ces trois pays, il faut savoir qu'ils sont appelés, ce qu'on appelle, ils sont considérés comme ce qu'on appelle les pays du champ du Sahel. Oui. Mais le Sahel, c'est à partir de cette bande-là qui va de l'océan Atlantique depuis le Sénégal jusqu'au Soudan. Donc ça veut dire qu'ils sont une partie de ces pays-là. Je pense que quelqu'un l'avait dit tout à l'heure que c'est pour un peu arriver ou disons compenser les manquements du G5. Ce qui n'a pas manqué, disons ce qui a manqué au G5, c'était de mettre en place encore une organisation tout en voulant compter sur en fait l'appui de la France et l'appui, comme on appelle toujours en fait du monde occidental. Ça a été un premier échec. Le financement était extérieur. Oui. Et aujourd'hui, ce qui est quand même bon à prendre, c'est que les États ont compris que désormais, il faut compter sur soi pour se sécuriser et il faut aller aussi vers la mutualisation des forces pour se sécuriser. Maintenant, ce qui peut aujourd'hui être demandé à ces pays-là et qui va être certainement fait parce qu'ils connaissent en fait les réalités du terrain, c'est comment amener, comme on appelle des pays comme la Mauritanie, des pays comme l'Algérie, des pays comme le Tchad, des pays comme le Soudan, à intégrer, comme on appelle cette force-là, parce que la grande bande en fait sahélienne là, ce n'est pas que ces trois pays, ils sont certainement au cœur, mais ce n'est pas que en fait ces trois pays. Et l'une des difficultés d'ailleurs dans la lutte contre le terrorisme, c'est le contrôle des frontières. Si vous parvenez aujourd'hui à contrôler ces trois frontières et que vous n'êtes pas en bon terme ou vous n'êtes pas en mutualisation des forces avec ces autres pays cités, je pense que ça poserait d'énormes problèmes. Mais déjà, ce qu'il y a à saluer, c'est que les uns et les autres ont compris que dans la lutte contre le terrorisme, il faut d'abord compter sur soi et aucun pays ne pouvant pas arriver, comme on appelle, au terme de cette lutte-là, les uns et les autres doivent se mettre ensemble tout en comprenant qu'il faut également élargir en fait cette mutualisation à d'autres pays, comme je l'ai dit, comme on appelle l'Algérie, la Mauritanie, le Soudan, le Tchad, et on comprendra tout à fait en ce moment, et c'est quand même un bon départ, on comprendra que vraiment nous pouvons aller loin dans la lutte contre ce phénomène du terrorisme dans le Sahel. Soumano, sur cette annonce faite par le général Salifou Modi du Niger. Oui, déjà, je voudrais dire que ce n'est que la concrétisation sur le terrain de la Confédération. Parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure l'honorable Alioune, la Confédération des États de l'AES a décidé de pouvoir gérer à l'échelle des trois pays trois éléments, trois points importants de leurs compétences respectives. Il s'agit d'abord de la défense, il s'agit de la diplomatie, on a vu le cas de passeport AES, et du développement. Maintenant, pour le cas de la défense, c'est une armée commune, parce que les décisions, la politique sécuritaire, les grandes décisions seront discutées à l'échelle des trois pays. Et voilà pourquoi ça va être difficile, comme tout à l'heure le développement que Mamen a fait, il faut qu'en ce moment-là, les trois pays le font parce que ça fait partie de leur prérogative, le 3. C'est-à-dire que quand le chef d'état-major du Niger, je suppose que c'est lui qui va gérer les troupes. Enfin, je le suppose parce que je n'ai pas... Vous donnez un scoop ou quoi? Non, je dis je suppose. D'accord. Je n'ai pas un scoop. Je suppose, comme c'est lui qui a fait l'annonce. En général, on confie à un des chefs d'état-major qui gère la troupe, dont je suppose. Maintenant, si c'est le cas, ça veut dire que la politique se gère à trois niveaux, mais avec un seul centre de décision, mais qui est choisi de façon concertée. Maintenant, s'il faudrait élargir, comme l'a dit d'autres pays, en ce moment-là, il faut un accord. Il faudrait qu'il y ait une convention qui soit signée entre l'AES
la Confédération de l'AES et ces pays-là, et de façon individuelle. Donc si il faut faire appel à la Mauritanie, il faut que la Mauritanie signe avec l'AES. S'il faut faire appel à l'Algérie, ça va, il faut aussi que l'Algérie signe. Mais par contre, pour ce cas, on n'a pas besoin d'une convention entre les 3 pays parce que déjà la Confédération le consacre. Ça, c'est important. Maintenant, deuxième chose, c'est les 3 pays sont confrontés au même phénomène. Et je pense qu'aujourd'hui, on a acquis une expérience, une expertise qui pourrait être permise de pouvoir lutter contre justement ces individus mal intentionnés-là, qui sont les terroristes bien entendu. Donc pour moi, c'est salutaire, c'est bien, et vivement qu'on puisse aussi renforcer la formation justement de ceux qui seront affectés à cette noble tâche. Il faut déjà saluer, c'est pas évident parce que c'est quand même la zone des 3 frontières, ils sont obligés d'opérer dans ces 3, donc il faut vraiment les équiper, les former et surtout que la population aussi les aide avec les renseignements parce que seul le tout militaire ne pourra pas régler ces questions-là, il faut aussi associer un peu de dose civile à travers les renseignements. Okay. Touré, pour certains observateurs, une force de 5000 hommes comme une sorte de coup d'épée dans l'océan au regard des défis. Est-ce qu'on peut suivre une telle analyse? Non, en réalité, je ne partage pas ce point de vue parce que l'architecture de cette force unifiée, à mon entendement, c'est plutôt une force de réaction rapide. C'est comme les forces spéciales qui certainement ne seront pas cantonnées dans un pays, mais qui non seulement où les initiateurs ont pu trouver les solutions aux 3 défis qui s'imposent, notamment le financement. Il faut le financement, la coopération avec les pays limitrophes de l'AES, tels que le droit de poursuite, les droits d'échange d'informations, et notamment la proactivité. La proactivité veut dire quoi? Même si la force, elle n'est pas basée au Mali, que cette force peut agir rapidement au Mali. Donc c'est pas cette force aussi, elle ne sera pas opposée aux forces nationales, telles que nous prenons le cas où nous avons nos FAMA, au Niger, au Burkina, les forces standards existent, mais cette force est juste une force d'appui à la force conjointe qui a naturellement commencé depuis mars 2024, les opérations lutte contre le donc c'est une force supplémentaire pour appuyer ceux qui sont déjà engagés dans la lutte contre le terrorisme. Et cette force aussi, c'est une force d'attente. Moi, mon entendement, qu'on le veuille ou pas, c'est une force d'attente de l'AES en cas d'attaque. Comme le général l'a dit, cette force peut, notamment en plus de la lutte contre le terrorisme, aider d'autres pays qui seraient en situation de difficulté, notamment en termes de troupes, en termes de renseignements. D'accord. Sur ceux qui pensent que les défis, au regard de l'énormité des défis, 5000 hommes, c'est un coup d'épée dans l'océan. Bon, c'est-à-dire, on ne peut pas juger aussi le nombre sans connaître véritablement les missions assignées à cette force. Ça a été une annonce. Je pense que on va attendre qu'il y ait beaucoup plus de communication pour qu'on puisse connaître quelle va être les missions, le rôle de cette force-là. Mais vous savez, 5000 hommes, malgré la situation, sont 1000 hommes pour les 3 pays, malgré l'étendue du Sahel. Il ne faut pas oublier, comme M. Touré l'a dit, il ne faut pas oublier aussi les forces nationales qui sont déjà sur place, qui sont en mouvement, qui occupent le terrain. Donc il faut vraiment attendre d'abord de savoir vraiment la véritable mission assignée pour se prononcer si le nombre est suffisant ou pas. Mais de toutes les façons, il faut saluer ce bon départ. Ce bon départ qui annonce que l'objectif est bien, en tout cas ciblé, et qui annonce une coordination des interventions sur le plan sécuritaire. Parce que c'est ce qui manquait beaucoup plus dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je pense que mon ami Mahaman l'a dit, c'est-à-dire aucun pays seul ne peut. Donc si d'abord, dans un premier temps, 3 pays se mettent ensemble et mettent en place une force qui ne sera sûrement pas comme la force d'attente de la CEDEAO, qui n'est jamais venue. Mais de toutes les façons, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette force puisse être opérationnalisée le plus rapidement possible. Et je suis convaincu avec le sens d'anticipation et le fait que les 3 chefs d'État sont des officiers talentueux, des professionnels, des officiers supérieurs qui quand même
sont dans leur matière, en matière de sécurité, dans le cadre de la sécurité, ont su anticiper sur beaucoup de choses pour que cette force-là puisse être rapidement opérationnelle. D'accord. Maman, est-ce qu'il est utile de débattre de la taille de cette force eu égard aussi aux défis? Oui, bon, c'est la capacité pour le moment de ces pays-là. Oui. À 3, ils sont à mesure aujourd'hui de mobiliser 5 000. Peut-être s'ils sont à 15, ce serait 100 000. Mais je crois qu'il y avait un schéma qui était en train d'être réfléchi depuis 2012 entre certains responsables politiques à l'époque quand le Mali était de plein pied dans la crise. C'était de voir comment on pouvait mettre en place des forces, comment on appelle ça, des forces de défense contre le terrorisme, en essayant de voir... C'était un projet qui tenait à cœur le président défunt Mali, Amadou Toumani. Oui, même après. Oui. On avait pensé quand même que si on prenait en fait certains pays, ils étaient en mesure de donner les moyens aériens. D'autres étaient en mesure de donner des moyens humains. D'autres étaient en mesure de donner des informations. Et je pense que jusque-là, ce schéma ne doit pas être mis dans l'eau. C'est bon de mobiliser 5 000, mais je l'ai dit, le Sahel, c'est plus que ces trois-là, ce sont des pays du champ. Et il faudrait aller, Soumano parle de signer voilà, en fait des engagements ou en fait des conventions entre les pays. Aujourd'hui, les pays africains doivent aller au-delà en fait de ce formalisme-là. Nous avons des États fragiles, des États très faibles, et leur force réside dans la mutualisation, et c'est cela qui va d'être mis en avant. Et je crois qu'aujourd'hui, des pays comme le Nigeria, des pays comme le Tchad, des pays comme l'Algérie, des pays comme la Mauritanie ont vraiment leur mot à dire dans la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas pour banaliser les autres, mais prenons le plus de tout un chacun pour les mettre ensemble pour que le terrorisme soit vaincu. Et nous avons également dit, je pense que certains l'ont suffisamment évoqué autour de cette table-là, si la diplomatie fait partie des armes de lutte contre le terrorisme, mettons cette diplomatie en avant pour aller vers ces pays et faisons en sorte aussi que ceux-là qui sont mobilisés contre leur État à travers le terrorisme soient vraiment des personnes démobilisées à travers des projets de développement. Soumano, je vous pose la même question. Oui, bon, moi je pense que, comme on l'a dit, tout a été dit, le nombre là, c'est... Moi, je pense que quand le nombre sort, ça veut dire que les techniciens, en la matière, personne d'entre nous est en matière de sécurité, mais on suppose que ceux qui ont travaillé et qui ont proposé le nombre, on leur fait en toute responsabilité, en toute professionnalisme, et donc on leur fait confiance. Et j'estime que aussi il y a d'autres mécanismes. Attends, on peut le faire aussi de façon symbolique. Bon, en tout cas, il doit y avoir une base de raisonnement. Ouais. C'est qui est clair. Comme on n'est pas, aucun d'entre nous n'est spécialiste de... Moi, je lui dis le contraire. J'ai fait un master sur la criminalité organisée, la lutte contre le terrorisme. Donc, je sais ce que je dis. Et par rapport à ça, je ne pense pas que cette question puisse être laissée au seul militaire par rapport en fait à la question. Bon, ce sont des analyses, ce sont des observations. On peut faire un master en criminalité, mais ça ne fait pas de non militaire. Donc moi, si je dis le militaire a passé... Le militaire aussi, c'est une formation, n'est-ce pas? Ça, je suis désolé. Ça, le militaire, c'est un métier. Et formation, on apprend, on peut le faire par passion, mais ça ne fait pas, c'est pas le dada, il n'est pas sur le champ. Si je le dis, c'est des gens qui ont quand même une expertise, qui ont quand même fait face à cette guerre avant qu'on puisse arriver à ce niveau de... C'est malheureux. Donc, je crois qu'aujourd'hui, juste pour vous dire, si nous sommes à ce niveau, c'est que le militaire, le tout militaire dans la lutte contre le terrorisme a montré ses limites. Et ça, personne ne peut nier cela. Et c'est pourquoi il faut changer de variante par rapport à cette situation. Le tout militaire, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, a montré ses limites. Et la lutte contre le terrorisme n'est pas spécialement une question militaire. D'accord. Dans tous les cas, moi j'ai dit les 5 000, ça a été donné sur la base d'une réflexion technique faite par des professionnels. On leur fait confiance. On estime si peut-être à l'avenir, si on venait à évaluer le dispositif et qu'il y a des manquements, à ce moment-là, on a de bons droits de proposer. Et enfin, en tout cas, les techniciens trouveront les voies et moyens pour améliorer le dispositif et pour voir le nombre à la hausse. Pour le moment, moi, je m'en tiens à ce que leur proposition qui a été faite et je leur fais confiance. Après le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Moussa Mara et Maître Moutagatal, courant cette semaine, la partie membre de la déclaration du 31 mars ont donné de la voix pour réclamer un retour à l'ordre constitutionnel. Docteur Touré, sur en tout cas ces déclarations en cascade de la classe politique.
Bon, c'est non événement parce que c'est comme on dit, c'est un réveil tardif, c'est une résurrection. Des gens qui étaient avec le M5 qui étaient dedans, qui ont fait chuter IBK, qui sont d'ailleurs même responsables de ce. Moussa Mara a fait chuter IBK? Non, la plupart des. Après Moussa, pas Moussa Mara, mais la partie de ceux qui ont signé la déclaration. Du 31 mars? Du 31 mars. Et la deuxième déclaration, Moussa Mara fait partie. Et Moussa Mara même, il y a une confusion sur son statut parce qu'il déclare, son parti déclare. Donc là, il est bon de faire la part des choses. Donc c'est pour dire la déclaration des partis politiques et des annonces faites, pour moi, c'est de non-événements parce que c'est un peu tard. C'est un peu tard parce que c'est une résurrection, c'est des gens qui viennent de se réveiller. Durant 5 ans, on était où? Donc c'est pour dire cette déclaration aura aussi deux impacts majeurs. Sauf que ces entités ont toujours réclamé un retour à leur constitution. Oui, c'est un fait, on est dans les factuels. Je compte, ils ont réclamé en accompagnant, mais ils n'ont pas fait de déclaration au moment, mais c'est récemment qu'ils commencent à faire des déclarations en se démarquant de la situation. Moi, je ne rentre pas dans. Maintenant, la déclaration en tant que telle aura deux impacts majeurs, deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est que les autorités entendent, les écoutent, peuvent faire appel aux partis politiques pour les écouter et échanger. Ou le deuxième scénario, c'est que le gouvernement les entende, mais le gouvernement garde la dynamique. La dynamique actuelle, pour moi, c'est de relever les défis sécuritaires, notamment les défis de la sortie de la CEDEAO, les défis par rapport à la force unifiée, les défis par rapport à la capitalisation des acquis en termes de reconquête et de souveraineté. Maintenant, les partis politiques sont dans leurs droits. Ils sont dans leurs droits, je l'ai toujours dit aussi. Il est bon de prôner l'apaisement du climat social et politique. Ils peuvent discuter ensemble et trouver un consensus pour les élections. Mais il est bon de rappeler qu'il y a déjà un ministère en charge du processus électoral. Les consultations seraient en cours pour la révision de la charte des partis politiques. Moi, je pense que les canaux existent pour que le gouvernement et ses partis politiques échangent au lieu de rester dans du populisme Est-ce que le fait d'exiger la publication d'un calendrier pour un retour à la constitue pour vous le populisme? Non, le populisme c'est quoi? C'est du fait des tapages, on va faire... En réalité, il y a un mécanisme. Le ministère en charge, en soutien au processus électoral existe. Ils peuvent contacter le ministère ou le ministère de l'administration, discuter avec eux. Les canaux ne sont pas rompus. Et tout le monde sait que le gouvernement serait dans la logique. C'est dans la logique d'organiser les élections. Il y a le budget qui est capitalisé, et il y a le ministre en charge du processus électoral. Donc il y a des signes qui montrent que le gouvernement même n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection. Moi je ne sais pas pourquoi les esprits se surchauffent. Maintenant sur ce point, il est bon aussi de préciser que les partis politiques qui sont à Bamako, vraiment qu'ils fassent un tour au nord. Parce que il me semble qu'il y a vraiment un fossé entre les deux blocs. C'est-à-dire que l'opinion même est en train de se diviser pour rien. Parce que certains pensent qu'il faut être des pro-sécurité, certains pensent qu'il faut être des pro-élection, mais moi je prends toujours le dénominateur commun. Le dénominateur commun c'est quoi? C'est le Mali qui nous unit tous. Les hommes passent, mais le Mali reste. Ok, Guy, les partis commencent à donner de la voix pour réclamer avec force le retour à leur constitutionnel. Les partis membres de la déclaration du 31 mars demandent la publication même d'un calendrier électoral. Bon, moi je pense que les partis politiques sont dans leur rôle parce que la mission principale d'un parti politique c'est de concourir pour le pouvoir d'État et de l'exercer. Et on peut le faire dans une démocratie à travers les élections. Donc si les partis demandent les élections, ça ne doit ni effrayer ni faire peur aux uns aux autres. C'est normal. On est dans un contexte. Est-ce que les autorités doivent accéder à leurs demandes, c'est-à-dire organiser les élections, publier un calendrier électoral et aller aux élections? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, ce que je peux dire par rapport à ça, pour l'organisation des élections, il faut se souvenir de d'où nous sommes venus. Nous sommes venus quand il y a eu d'énormes problèmes par rapport aux élections législatives, par rapport aux élections présidentielles. Il y a eu une contestation. Et ce qui a même coûté un mandat électif. Donc la transition est venue pour répondre à ces préoccupations et je pense que le travail se fait à ce niveau pour qu'il y ait une réponse.
Je peux vous dire que ce soit au niveau de la présidence qui a déjà donné les 8 axes dans l'organisation des élections, qu'il s'agisse du Conseil national de transition, l'organe législatif de la transition, sous le leadership de l'honorable Malick Diaw, nous œuvrons à accélérer. Sauf que ces partis-là reprochent au président de la transition de n'avoir pas mentionné, en tout cas, la question électorale lors de son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An. Vous savez, un discours du président est préparé par des techniciens. Et les techniciens le préparent sur la base des données techniques. Donc, si vous me laissez continuer, vous allez comprendre peut-être pourquoi il n'y a pas eu ce que les uns et les autres attendaient. Donc, je pense qu'il y a eu un travail au niveau du Conseil national de transition par rapport aux lois d'application de la nouvelle constitution. Sur les 11 lois envoyées, plus de la moitié ont été adoptées. Et certains ont un lien avec les élections. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui s'est fait pour qu'on puisse aller rapidement vers les élections. Mais des élections vraiment sécurisées, des élections transparentes, des élections ouvertes. Et vous avez aussi remarqué qu'au niveau de l'EJ, il y a au niveau de la loi des finances de 2025, il y a un budget conséquent pour l'EJ. Pardon. Donc tout ça demande de la volonté des plus hautes autorités d'aller vers un retour à l'ordre constitutionnel, et l'EJ est en train de faire le travail attendu. Ces formes se redéploient, travaillent méthodiquement, parce que les élections aussi, il y a la question du fichier électoral, il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte et qu'il faut régler techniquement. Vous prenez le gouvernement aujourd'hui, il y a un ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes et du suivi du processus. Mais une fois qu'on a fini de rappeler tout ça, et le discours du président... Non, ne vous focalisez pas sur le discours. Mais c'est lui qui fixe le lac. Non, il a déjà fixé, il a donné des orientations, et dans les 8 points, il y a les élections. Il y a un travail législatif qui s'est fait pour que nous ne tombions pas dans les mêmes erreurs du passé. Et il y a des réformes qui ont été rendues obligatoires, irréversibles. Il faut donner le temps qu'on aille au bout de ces réformes-là. Parce que la finalité des élections, c'est d'avoir un Mali apaisé, un Mali stable. Donc, il faut réunir les conditions pour qu'on puisse aller aux élections. Donc, c'est pour vous dire, toutes les autorités de la transition travaillent aujourd'hui pour un retour à l'ordre constitutionnel au mieux des intérêts du Mali. Ça, c'est très important. Au mieux des intérêts du Mali et dans une situation stable et sécurisée. Donc, je pense que cela doit être compris de tous les acteurs politiques. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse aller vers un retour à l'ordre constitutionnel, il faut que tous les acteurs politiques s'impliquent dans le processus. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a été très ouvert dans le processus. Je vais parler du journal de division Ablaye Maïka, qui a rencontré les partis politiques, qui les a réitéré sa disponibilité et son écoute. Et le ministre délégué vient d'envoyer une lettre aux partis politiques pour lancer le processus de la révision de la charte des partis politiques. Donc il y a tout un mécanisme. Donc la volonté politique est là, les réels sont ouverts, les réels pour aller vers les élections. Maintenant, il s'agit maintenant pour les partis politiques, pour la société. Donc vous les trouvez impatients finalement. Les partis politiques, vous les trouvez impatients. C'est normal d'être, je vous dis, c'est normal. Il ne faut pas les accuser, il ne faut pas les critiquer. Ils sont dans leur rôle, parce qu'il faut cela aussi des fois, il faut tirer des fois sur la sonnette d'alerte pour vraiment dire que bon, voilà, ça c'est normal. D'accord, on va vous redonner la parole. Déjà, Mariko, sur cet appel, sur cette déclaration des partis signataires de la déclaration du 31 mars, si vous avez lu un peu le contenu de leur communiqué. Oui, je crois qu'aujourd'hui, je l'ai lu et je pense que ce que les autorités actuelles de la transition doivent comprendre, il y a 2 faits majeurs qui sont à leur actif. Le premier, c'est le fait d'avoir
ramener Kidal dans le giron de l'État malien. Le deuxième, c'est d'avoir pu, malgré les difficultés, nous donner une nouvelle constitution qui amène le Mali à sauter dans une 4e république. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui, on ne peut pas continuer à avoir une constitution et mettre à l'écart cette constitution et continuer à gouverner le pays comme bon semble certain. Vous savez, un pouvoir se met sur 2 leviers. Le levier de la légalité et le levier de la légitimité. Un pouvoir peut perdre le levier de la légitimité, pour autant, il reste pouvoir. Et aujourd'hui, le pouvoir qui dirige le Mali n'a pas le levier de la légalité. C'est pourquoi il est temps que l'on mette un terme à la transition. Et ceux qui le demandent d'ailleurs, notre parti n'a pas signé, comme on appelle cette déclaration, mais ceux qui sont en train de le demander aujourd'hui sont même les plus grands soutiens de la transition. Parce qu'il faut sortir à un moment de cette situation pour que de la base au sommet, nous puissions avoir des élus. Parce que dans la Constitution, il est prévu qu'il y ait des conseillers. Il est prévu qu'il y ait, comme on appelle, des députés. Il est prévu qu'il y ait des sénateurs. Il est prévu qu'il y ait un président de la République. Et il est prévu dans le fonctionnement, comme on appelle, de cette République-là, hein, une harmonisation entre les institutions, une harmonisation, une collaboration entre les organes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de bonne guerre. Et ceux qui pensent qu'ils sont, en fait, les uns et les autres sont en train de s'agiter, ce n'est pas du tout de l'agitation. Il faut créer les conditions. Si ceux-là qui sont aujourd'hui à la commande du pays veulent se présenter, ils peuvent bien se présenter si les textes le permettent. Mais nous sommes condamnés à aller vers des élections transparentes, libres, pour que nous puissions avoir un pouvoir qui a les 2 leviers, le levier de la légalité et le levier de la légitimité. Soumano, quel commentaire faites-vous de cette déclaration, de ce regroupement politique? Bon, moi je pense que après avoir suivi le raisonnement, le développement fait par l'honorable, ils sont dans le rôle là, mais les données techniques qu'il a indiquées, c'est bien, peut-être qu'ils n'avaient pas ces informations-là et que j'ose espérer qu'ils sont à l'écoute, ils sont en train de suivre et qu'ils en feront bon usage. Et M. Donc, comme il a dit, le fait de demander qu'on revienne à l'ordre national en tant que politique, ils sont dans le rôle. D'accord, allez-y. Non, je voudrais dire à mon ami Mariko que vous savez, la constitution qui a été adoptée a été fondamentalement changée dans les aspects politiques. Dans les aspects politiques, au regard du problème politique majeur que le Mali a connu. Et pour ça, il est important, avant d'aller à toute élection, donc mettre fin à la transition, il faut régler ces aspects politiques. Parce qu'une constitution, si on adopte une constitution, on ne va pas l'appliquer immédiatement. Il faut prendre des lois organiques qui puissent favoriser l'application de cette constitution, notamment en ces parties qui ont des liens avec la question politique. Parce que retourner à l'ordre constitutionnel, oui. Dans quelles conditions? Mais ça fait une année quand même qu'on a la nouvelle constitution. Non, écoutez, il y a certains, vous savez, il y a certains pays, ils adoptent des conditions, ils prennent 5 ans, 10 ans avant qu'il y ait une simple loi d'application. Aujourd'hui, on a 11 sur la table du Conseil national de transition. Mais qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes en train d'aller plus vite. Mais on ne peut pas aller aussi à un rythme pour peut-être mal faire le travail, parce que c'est sérieux. Il s'agit du Mali. D'accord. Donc, je pense que les gens doivent quand même faire preuve de collaboration, pour que nous puissions tous aller ensemble. Parce qu'aujourd'hui, le Mali, sur le plan politique, a besoin de rassemblement. Il faut qu'on aille dans la même direction. Et aujourd'hui, le premier ministre chef du gouvernement a déjà donné cette possibilité qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger. Le cadre d'échange des partis, sa porte est ouverte aux partis politiques individuellement et collectivement. Je pense que le mieux serait de l'approcher et de voir comment on peut accélérer le processus. Sinon, je peux vous assurer que vraiment tous les organes de la transition sont dans la dynamique de travailler rapidement pour un retour à leur corps. Allez-y, Touré. Oui, sur la question, ce qui est important de retenir, il est opportun
que les autorités de la transition, aussi bien que les partis politiques, puissent se retrouver et discuter à travers les cadres d'échange. Parce que moi, à mon avis, on n'a pas besoin d'autres tensions politiques ou sociales. Ils peuvent discuter entre eux, trouver un chronogramme. Mais il est important aussi que parallèlement à ces discussions, qu'on mette l'accent sur la capitalisation des acquis en termes de reconquête territoriale. C'est ce que j'ai à dire. Allez-y, Maman. Oui, je pense que ce n'est ce qui est demandé. Et je pense quand Alioune dit que la difficulté, c'est d'adopter les lois organiques. La seule différence dans le processus d'élaboration d'une loi organique et une loi ordinaire, c'est que la loi organique, elle est soumise en fait à l'avis de la Cour constitutionnelle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sortons de cette situation. Il y va de l'intérêt de tout le monde, sortons de cette situation. Mais avant l'avis de la Cour, c'est-à-dire il ne faut pas simplifier. Avant l'avis de la Cour, il faut faire des écoutes. Il faut prendre en compte les préoccupations des Maliens. D'accord. Parce que la loi, elle est faite la Constitution après un référendum. Et une loi organique, elle est faite et votée pour les Maliens. Donc pour l'adoption de toute loi, il y a des écoutes qui s'opèrent au niveau du Conseil national de transition avec toutes les sensibilités. Donc il faut écouter le maximum des Maliens et prendre en compte les préoccupations. La preuve en est que la loi électorale qui a été adoptée, il y a eu combien d'amendements? Ça, c'est les préoccupations des Maliens que vous pris en compte. Il ne faut pas minimiser le travail qui s'est fait au niveau de l'organe législatif pour aller vers les élections. Ainsi prend fin donc ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait donc comme invité l'honorable Alioune Pandiaye. Alioune Gueye, il est membre du CNT et président du RENAGEM. Cheikh Maro Soumano, président de l'organisation des jeunes patrons du Mali, qui n'a pas voulu donner son opinion ce soir sur la question politique. Certainement, on comprend un peu pourquoi ce recul, ça, on ne le sait pas. Non, il a donné son avis. Oui, mais bon. Il a rien dit. On le connaît ici. Donc, Dr Touré, il est chercheur en sciences politiques et Maman Mariko, président du parti Kraj Faso Nieta. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à l'honorable Malik Malik Diao. Qu'est-ce qu'il me fait dire L'honorable Malik Diao, président du CNT. Au revoir.